Astrologie, radiesthésie ou encore sorcellerie, ces croyances résistent-elles à l'épreuve de la science? Eh bien, vous allez voir ce soir, une fois encore, que tout s'explique. La position des planètes permet-elle vraiment de prédire les événements? Rencontre avec l'astrologue Patricia Milis. Effrayée à l'idée de passer sous une échelle ou de croiser la route d'un chat noir, mais d'où viennent nos superstitions? En septembre dernier, Nathan assistait à une éclipse solaire sur l'île de la Réunion, un phénomène qui intrigue depuis la nuit des temps. Entre sorcellerie et médecine, le Tchad dévoilera ses traditions et fera face à ses contradictions. Selon les radiesthésistes, tout corps émet des ondes. Mais qu'en dit la science? Des touches personnelles vous plaît particulièrement en cette période. Regardez, c'est Patricia Milis, c'est Madame Horoscope sur Bel RTL et sur Radio Contact. Vous lisez aussi ses prévisions dans le Ciné Télé Revue. On va la déranger. Vous êtes très optimiste qui se dessine pour vous. Bonjour Patricia. Bonjour Thomas. Je vous dérange 2 minutes. Oui. Ce soir, on parle de croyances dans Tout s'explique. On va parler d'astrologie. Mais on le sait, il y a une grande polémique entre astrologie et astronomie. L'astronomie, c'est une science, ça c'est sûr. Qu'en est-il de l'astrologie? On lève les yeux au ciel depuis 10 000 ans. Vous retrouvez dans l'histoire de l'astrologie Ptolémée, vous retrouvez Hermès Trismégiste. Donc on était dans les déserts, en Mésopotamie, dans des ziggourats, occupés à regarder le ciel pour connaître l'influence de ces planètes sur notre comportement. Patricia, ça me donne envie de vous poser plein de questions, mais je vais vous laisser enregistrer les horoscopes. Merci. On se retrouve tout à l'heure. Je sais qu'en plus, il y a une petite surprise pour moi. À tout à l'heure. Merci. Et pour en savoir plus sur ces astres et ce ciel qui nous intrigue depuis la nuit des temps, direction l'Observatoire, où je retrouve Yann, qui est astronome. Yann, je vous retrouve devant ces instruments d'observation du ciel et des étoiles qui sont absolument fascinants, ici à l'Observatoire. J'ai l'impression que l'astronomie, c'est une science qui a toujours fasciné les hommes. Est-ce qu'on peut dire que c'est la science la plus ancienne au monde? Oui, je pense que chaque civilisation a observé, a voulu comprendre le ciel et ce qui se passait là. On avait toutes sortes de croyances, différents aspects du ciel. On pensait que c'était solide ou une sorte de voile. Est-ce qu'on peut dire par rapport à ça, par rapport à ces croyances, que astronomie et astrologie, au départ, c'était lié, c'était la même chose? Il avait peut-être les mêmes objets, les étoiles, mais c'était tout à fait séparé. Ah oui? Et même les Grecs avaient déjà, avec Ptolémée, le différents livres sur l'astronomie et l'astrologie qui étaient tout à fait différents. On dirait qu'on se dispute Ptolémée, qui était, il est vrai, astronome et astrologue. En tout cas, on comprend que la science s'est développée pour expliquer des croyances. Et des croyances, il y en a beaucoup. Oseriez-vous passer sous une échelle un vendredi 13 sous les yeux brillants d'un chat noir? Lorsque l'on pense aux superstitions, on s'imagine de suite qu'elles proviennent de légendes anciennes, d'un temps où la magie faisait office de science. Eh bien, pas vraiment. Alors, d'où viennent les superstitions? D'un point de vue sociologique, les superstitions sont des croyances comme les autres. Elles sont donc rationnelles, elles poursuivent un but particulier, le fait de reprendre possession de son quotidien et des éléments auxquels on est confronté. Et à votre avis, pourquoi dit-on qu'il ne faut pas ouvrir un parapluie dans une maison? Eh bien, pour le savoir, il faut remonter au XVIIIe siècle, à Londres, où les parapluies à armature métallique font leur apparition. Des objets très dangereux à l'époque. Pour dissuader les enfants de jouer avec, on leur aurait raconté que le malheur allait s'abattre sur leur maison s'ils osaient les ouvrir à l'intérieur. Les superstitions incitent-elles toujours à la prudence? La prudence n'est pas la seule chose qui est mise en avant dans les superstitions, même si certaines sont extrêmement pratiques. Personne ne passera sous une échelle qui représente un danger. Mais avant tout, elles permettent de se réapproprier le monde, de se réapproprier les éléments auxquels on est confronté, en y mettant de la chance ou en expliquant la malchance. Chez nous, un oiseau qui s'oublie au-dessus de votre tête n'augure pas forcément quelque chose de bon. En Lituanie, en revanche, vous sauteriez de joie, car ça porte chance. Les superstitions varient-elles d'une région à l'autre? Les superstitions sont des éléments qui relèvent de la culture, donc du folklore, donc de ce qui est local. Elles ont toujours des points communs, par exemple la chance, mais en fonction du lieu où on se trouvera, on va caresser la tête du singe à Mons ou le bras de Tserclaes à Bruxelles.
Bref, vous pouvez toujours toucher du bois ou jeter du sel par-dessus votre épaule. Les superstitions n'ont jamais tué personne. Mais si vous cassez un miroir, évitez tout de même de vous couper. Retour à l'observatoire, où Yann nous fait découvrir l'un des dômes d'observation. C'est très impressionnant, Yann. Mais on va pas pouvoir observer la Lune, il fait un peu trop clair, je pense. Oui, c'est pas encore le moment pour observer la Lune. La Lune, ça a toujours fasciné les hommes. Et en plus, ça a une influence sur la Terre. Quelle est l'influence de la Lune sur la Terre? Oui, on connaît surtout les marées. Mais dans les croyances, on pense que la Lune a aussi une influence sur nous, les hommes. Les sages-femmes, par exemple, elles ont tendance à dire qu'il y a plus de naissances les soirs de pleine Lune. Oui, les statistiques ne le confirment pas, parce que non, ça doit être une sorte de, je sais pas, d'illusion quand on a bien travaillé, vu beaucoup de bébés, Ouais. et on voit la pleine lune, on pense que c'est toujours le cas. Et scientifiquement, c'est pas prouvé. Les ça. statistiques ne disent pas du tout. La Lune, elle se déplace dans notre ciel, comme le Soleil d'ailleurs. Elle fait le tour de ce qu'on appelle quoi? Le zodiaque, c'est ça? Oui, le zodiaque, c'est un peu le grand chemin du soleil dans le ciel. On va passer par les 12 signes. Oui, mais ça, c'est pas la définition d'astronomie d'aujourd'hui. On utilise plutôt constellation. L'astronome aime plutôt parler de l'écliptique. Écliptique, moi ça me fait penser à éclipse, et ça aussi c'est un phénomène qui a toujours fasciné les hommes. Eh bien c'est ton défi, Nathan, à toi d'enquêter. Et pour cette enquête, direction l'île de la Réunion. Me voilà donc parti pour un long voyage au-dessus de l'océan Indien. Je profite de ces longues heures pour me replonger dans mes cours d'astronomie. C'est vrai que l'occasion est belle pour me remémorer les fondamentaux en la matière. J'arrive enfin à destination. 2500 km² de paradis à l'est du continent africain. Ah, c'est quand même une belle île, la Réunion, y a rien à dire. Bah, il va falloir que je me mette un petit peu à bosser. Et ça tombe bien puisque ce soir justement, c'est écrit dans le journal, il y a une conférence avec le gratin des scientifiques et il parle justement de cette éclipse. On y va. La conférence a lieu au Théâtre des Sables, au lieu-dit de l'étang salé. Les journalistes et les curieux ont droit à un petit cours de rattrapage en astronomie. Il y a finalement beaucoup de choses à dire sur le phénomène de l'éclipse. On continue. Pascal, vous êtes astronome à l'Observatoire de Paris, donc c'est les éclipses vous connaissez. Et celle-ci, celle qui va se dérouler ce jeudi à La Réunion, c'est une éclipse quand même assez exceptionnelle. En fait, c'est un événement exceptionnel parce qu'en un lieu donné, c'est un événement rare. En particulier, si l'on considère le cas de La Réunion, par exemple, la prochaine éclipse qui sera aussi intéressante que celle qui arrive se produira seulement dans 250 ans. Alors comment ça se fait que cette éclipse en particulier est annulaire et donc pas totale? Alors la différence tient en fait dans la distance Terre-Lune. Elle est annulaire parce que la taille apparente de la Lune va être plus petite que la taille apparente du Soleil. A l'inverse, dans une éclipse totale, la distance Terre-Lune est plus petite. C'est-à-dire que la Lune est plus proche de la Terre. Dans ce cas-là, sa taille apparente telle que la Lune nous apparaît dans le ciel est plus importante que la taille apparente du Soleil. L'éclipse dans sa totalité, c'est 3h18. Mais dans sa centralité, au moment où la Lune est complètement inscrite à l'intérieur du Soleil, c'est 2 minutes 44 secondes. De spectacle. Deux spectacles complets. La Réunion est un des meilleurs endroits pour la voir au mieux. Le meilleur endroit n'est pas à l'île de la Réunion, mais quelque part en Afrique. Au niveau de l'île, le meilleur endroit, c'est non loin d'ici, c'est près de l'étang du Golfe, c'est-à-dire près de la ville de Saint-Louis. Le temple hindou de la ville de Saint-Louis me semble être le lieu idéal pour aborder le sujet des croyances. Maïder, au niveau des croyances, j'imagine que ça a longtemps intrigué, peut-être effrayé les éclipses auprès des peuples. Oui, effectivement, c'est un phénomène qui est très impressionnant, qui l'a toujours été pour toutes les populations. Et dans la religion hindoue, le mythe raconte que c'est le démon de l'éclipse qui essaye d'avaler le soleil et la terre à chaque éclipse et les recrache aussitôt, ce qui exprime bien le temps très court en fait, de l'éclipse. Donc en ça, c'est très intéressant. Et ensuite, dans la culture maya, on cachait les femmes enceintes parce qu'on pensait qu'elles pouvaient donner naissance à des enfants difformes. Et on faisait du bruit. Depuis des siècles, la réaction, c'est plutôt de se cacher, de crainte du phénomène. Alors certes, il y a le risque du soleil, mais ça existe tous les jours, à chaque fois que le soleil se lève. Et puis on a les lunettes spéciales de l'éclipse pour ne pas prendre de risques. Et pourtant, il y a encore des personnes qui se cachent et qui cachent les enfants. Donc on peut penser qu'il y a encore une inquiétude face au phénomène en soi, alors qu'il est expliqué aujourd'hui. Ouais, et les éclipses, c'est sans danger grâce à ces lunettes d'indice 5,0 qui laissent passer uniquement 1/100 millième de la lumière. C'est-à-dire que là, je ne vois pas du tout, je vois uniquement le soleil. Et je vous propose d'aller voir avec moi cette éclipse.
Sarah, il me semble qu'ici à La Réunion, c'est un véritable engouement cette éclipse. Oui, c'est extraordinaire. Ça fait 1 an et demi qu'on attend avec impatience cet événement. On attend entre 3000 et 4000 personnes aujourd'hui. Et en plus de fêter ça sous le modèle un peu du pique-nique créole, on est extrêmement heureux. Et puis on attend avec impatience des gens du monde entier aujourd'hui, donc c'est extraordinaire. Jean-François, vous êtes un eclipse chaser. Vous êtes venu ici à La Réunion rien que pour ça? Absolument, c'était le motif principal de mon déplacement. C'est à la fois le phénomène en lui-même et puis l'ambiance qu'il induit sur les observateurs et également sur le milieu environnant. Alors c'est marrant parce qu'on est plus ou moins à mi-chemin là dans l'éclipse et on peut déjà percevoir qu'il fait un peu plus sombre ici. Il y a déjà moins de lumière qu'auparavant. Je vois que vous avez mis votre kawaii et il fait un petit peu froid là. Ah oui, là ça vient de se... On sent la différence. Vous n'avez pas à me prêter peut-être? Ah non, on en a pas un troisième. Je suis désolé, merci. T'as regardé l'éclipse là déjà? Oui. Et t'as vu quoi? Ben, là, on va quand même croire en lune parce que l'éclipse, elle n'est pas terminée. Mais bientôt, on va voir l'anneau. Ok, tu te réjouis? Oui. Ok. 5, 4, 3, 2, 1, 0, centralité. C'est formidable. Ça donne quoi? C'est la première fois que je vois ça. Ah, c'est magnifique. C'est un beau spectacle que le soleil nous a offert aujourd'hui. Mission accomplie. Et merci beaucoup Thomas de m'avoir envoyé par ici. On se donne rendez-vous pour la prochaine éclipse totale en Belgique. Elle aura lieu le 3 septembre 2081. À ce moment-là, j'aurai 86 ans. Et toi, tu auras... Alors, attends, 2016. Moins 2081, ça fait que 65. Et toi, Nathan, tu auras peut-être enfin ton permis, hein? Bon, allez, je me concentre. Tu peux deviner la carte là? Alors, je dirais le... Attends, je réfléchis. Le 2 de cœur. Ah, c'est du cœur, mais c'est pas un 2. Ah, mais c'est du cœur, quand même. Ouais, mais il faut tomber juste. J'ai aucun talent de télépathe, alors. Oui, non, je pense pas que tu sois vraiment un bon télépathe. Non. Mais c'est quoi les trucs, alors, des télépathes? Ils utilisent des trucs un peu comme les mentalistes, hein, des magiciens, et c'est des techniques qui permettent d'extraire l'information des gens. On leur dit des choses très très vagues, par exemple. T'as plutôt l'air extraverti, mais à l'intérieur, je sens que t'as quand même de l'insécurité en toi. Et en fait, tout le monde sait se reconnaître dans ce genre d'informations. C'est un peu vrai. Alors, Jean-Michel, toi, tu es zététicien. C'est quoi la zététique? La zététique, c'est un mouvement qui s'intéresse aux phénomènes paranormaux, mais de manière critique, avec une approche rationnelle. Et on va sur le terrain, on teste des voyants, des médiums, des sourciers, on fait des expériences pour voir s'ils sont vraiment capables de faire ce qu'ils prétendent être capables de faire. Et le résultat, c'est que... Le consensus scientifique à l'heure actuelle, c'est que ces pouvoirs paranormaux n'existent pas. C'est uniquement des tours d'illusionnisme, en fait. Mais ça veut dire que tous les voyants, les tarologues, ce genre de personnes, sont des escrocs et ils le savent? Alors pas du tout, en réalité, la grande majorité sont convaincus de la réalité de leurs dons. Le mentalisme, c'est une branche de l'illusionnisme, de la magie, et il y a des manuels très complets qui permettent d'apprendre ces techniques. Pourquoi est-ce que moi, comme d'autres, j'ai envie d'y croire, j'ai envie de consulter? Moi, je pense que aussi bien l'astrologie que la voyance et que tous ces domaines des divinations, ça joue sur l'anxiété, ça réduit l'anxiété. Il y a eu pas mal d'études en psychologie qui montrent que les gens plus anxieux ont tendance à plus croire dans le paranormal de ce type-là. Donc forcément, si je pense que la voyance ou l'astrologie fonctionne, j'ai l'impression de pouvoir mieux contrôler ma vie de tous les jours et ça me rassure. Bon, je connais les trucs maintenant, on retente le coup, je suis sûr que je vais y arriver. Et dernière chance. Hein. Vas-y, montre-moi une carte. C'est pas ça. Oh, ça c'est du rouge, à mon avis. C'est du rouge Non. Restez avec nous. Dans un instant, nous irons au Tchad, entre sorcellerie et médecine. Et puis, selon les radiesthésistes, tout corps émet des ondes. Mais qu'en dit la science? À tout de suite. Patricia Mélis, on vous retrouve. Vous êtes en train de préparer les horoscopes de la semaine qu'on va entendre sur BelRTL. C'est très populaire, les horoscopes. Pourquoi? C'est populaire depuis la Deuxième Guerre mondiale, où tout le monde a pu découvrir son signe, où là on a un petit peu, entre guillemets, vulgarisé l'astrologie en la publiant dans les magazines, dans les journaux. Ils ont trouvé que ça vendait bien. Donc c'est quelque chose de vraiment, qui prend vraiment une ampleur de plus en plus importante dans notre société. Alors, moi je vous écoute tous les matins avec beaucoup de plaisir. Et en même temps, je me pose des questions, parce qu'on sera bientôt 12 millions de Belges en Belgique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque jour, 1 million de Belges va vivre la même chose? Comment c'est possible, ça? Non, on ne peut pas mettre les gens dans 12 catégories différentes, bien entendu. L'horoscope, ça reste l'humeur du jour. Ce sont les bonnes nouvelles que je vous donne tous les jours, les petits conseils. Alors, je vois qu'il y a des bouquins, je vois que vous avez un programme informatique. Oui.
les informations que vous nous donnez, vous les obtenez comment? Est-ce que c'est un truc qui vient de l'au-delà ou bien c'est quelque chose de très précis, très calculé? Non, c'est mathématique. D'ailleurs, j'ai un programme ici. Ce qui est mathématique, c'est le calcul de la position des astres. Ensuite, les astrologues croient en une correspondance entre la configuration céleste et les activités humaines. Mais c'est une interprétation qui n'est d'ailleurs pas la même selon les cultures, puisqu'il existe des astrologies indiennes, chinoises ou égyptiennes. En tout cas, en Belgique, c'est l'art divinatoire star. Mais en Afrique, il y en a un bien différent, la sorcellerie, que nous rattachons souvent aux marabouts. Nous sommes donc partis à leur rencontre, direction le Tchad et sa capitale, N'Djamena. Ici, les guérisseurs ont pignon sur rue. Au beau milieu du marché, nous faisons la rencontre de Moussa. Salut! Docteur traditionnel, à en croire sa carte, presque officielle. D'après lui, ces gris-gris, ces plantes et ces racines ont le pouvoir de soigner toutes les maladies. Mais sur le marché, tout se paye. Nous n'aurons donc pas droit à une démonstration. Non, c'est l'UNICEF pour le... Les guérisseurs ont un grand pouvoir d'influence sur les populations locales. Du coup, le ministère de la Santé surveille leurs pratiques de près. Quand c'est médecine traditionnelle, c'est autre chose. Et ça, nous encourageons. Mais le plus souvent, ce que vous voyez, c'est que c'est de charlatanisme. Donc c'est là que nous luttons contre ça. Donc nous mettons vraiment l'accent sur la sensibilisation. Salam alaikum. Pour que la population puisse savoir que vraiment le ministère de la Santé est là pour leur bien. La sensibilisation, c'est le job des relais communautaires, comme Abakar. Ils parcourent les villages du Tchad pour convaincre les mères de faire vacciner leurs enfants. Une mission délicate. Il y a certaines mamans qui refusent la vaccination, en soi disant que les enfants vaccinés ont peu de problèmes. Ils reçoivent la fièvre pendant la vaccination, et c'est pourquoi ils refusent la vaccination. Après quelques hésitations, Awa a finalement accepté de faire vacciner son enfant. Chez elle, un objet attire notre attention. On l'interroge sur son origine. C'est un gris-gris, mais je ne l'utilise plus. Un sourire gêné, accompagné d'une réponse évasive. Awa sait bien que les marabouts n'ont pas très bonne réputation chez les Occidentaux. Dans le village voisin, nous rencontrons André, un genre de phytothérapeute. Il nous fait découvrir ces plantes miraculeuses. C'est mon grand-père qui a planté ce jardin. Il l'a confié à mon père et maintenant c'est moi qui en prends soin. Cette plante s'appelle Teina. Teina pour les intimes, ou Aloe buetneri pour les scientifiques. Ce végétal est surtout utilisé en Afrique de l'Ouest pour ses propriétés anti-inflammatoires. André l'utilise aussi pour soigner les fractures. Après avoir soigné mes patients, je les envoie toujours à l'hôpital pour faire une radio, pour vérifier que tout va bien. Nous avons pris des nouvelles de sa jeune patiente. Son bras guérit lentement, mais tous n'ont pas sa chance. À l'hôpital de l'Amitié, nous rencontrons le petit Mustapha, tombé malade en mars 2016. Il souffrait de diarrhée et refusait de se nourrir. Mais l'hôpital est loin. Sa maman a donc préféré consulter le guérisseur du village. Ce sont des populations qui ne sont pas forcément très éduquées et qui ont une attache particulière aux traditions. Ce qui fait qu'ils vont généralement en premier chez les praticiens avant de venir à l'hôpital. La maman de Mustapha a donc suivi les conseils du guérisseur à la lettre. Le guérisseur m'a donné des potions à lui faire avaler et des racines à diluer dans de l'eau pour le laver. Après la prise du traitement, la santé de Mustapha s'est considérablement dégradée, jusqu'à tomber dans le coma. C'est là que sa maman a décidé de l'emmener à l'hôpital. La première situation qu'on rencontre le plus, ce sont des intoxications aux médicaments traditionnels. Ils partent chez des praticiens qui donnent des potions qui ne sont pas forcément adaptées pour l'âge du malade et les malades viennent dans des états d'intoxication très avancés. Dans un pays où 2/3 de la population adulte est analphabète, le premier ennemi de la santé, c'est l'ignorance. À l'heure actuelle, les pratiques traditionnelles continuent de coexister avec les techniques modernes. Mais comme le dit le proverbe africain, le chien a beau avoir 4 pattes, il ne peut pas emprunter 2 chemins à la fois.
Patricia, on va découvrir mon horoscope personnalisé dans quelques instants. Avant cela, moi j'aurais aimé vous confronter avec un astronome. Ils sont assez sceptiques quand même par rapport à l'astrologie. Hein. Qu'est-ce que vous avez envie de répondre à ça? Voilà, je sais qu'ils sont très sceptiques. Autrefois, l'astrologie était une science. Depuis le Moyen-Âge, ça n'en est plus une parce que l'astrologie est tombée dans l'obscurantisme. Et maintenant, au fil du temps, à partir du 19e siècle, l'astrologie est revenue en lumière. On va voir ça avec mon horoscope personnalisé. Je vois des cartes magnifiques. Comment est-ce que vous les avez établies? Alors, donc celles-ci ont été établies avec mon logiciel et celles-ci, je les refaites à la main pour vous montrer un petit peu, parce que quand moi j'ai appris l'astrologie, on faisait tout à l'ancienne. Hein. Ce que l'on voit autour de ces trous, je vais mettre celle-ci donc sur le tableau. Elle était établie en fonction de votre date, heure et lieu de naissance. D'abord, on va retrouver le point central qui est le soleil. Et le soleil est en Verseau, donc vous êtes Verseau, ascendant Verseau. Très bien ça. Voilà. Qu'est-ce que vous pouvez lire dans le passé, par exemple? Ce que je peux lire dans le passé, par exemple, on va prendre le cycle d'Uranus, qui est un cycle de 84 ans. À la moitié du cycle, ici, à l'âge de 42 ans, j'ai une opposition qui m'indique un grand changement, un revers de carrière dans votre vie socio-professionnelle. Je suis passé RTL à ce moment-là. Mais voilà. Non, mais ça, vous l'avez lu dans la presse, Patricia? Non, absolument pas. Il y a beaucoup de politiques. On sait que Mitterrand adorait les astrologues, des politiques, des chefs d'entreprise. Certains viennent vous voir? Oui, bien sûr. J'ai déjà eu des hommes politiques qui viennent me voir. Il y en a qui viennent régulièrement. Les chefs d'entreprise, j'en ai beaucoup. J'ai beaucoup de commerçants qui viennent me voir. Dernière petite chose, 2017 pour moi, ce sera comment? 2017 s'annonce plutôt pas mal pour vous, Thomas, parce qu'il y a de très très beaux aspects qui vont vous mettre davantage en lumière. Yes! J'aurai donc une belle année. C'est écrit dans les livres d'astrologie. D'ailleurs, des livres sur le paranormal, on en a trouvé d'autres. À Bruxelles, une maison d'édition ne publie que des livres de radiesthésie. On peut en trouver une quantité importante, notamment des exemplaires pour les débutants. Je suis juste intéressé par un livre pour débuter tout simplement. Et on assiste à un retour d'intérêt du public. On sent bien qu'il y a de plus en plus de gens qui s'y intéressent, des jeunes qui renouvellent notre clientèle et qui s'intéressent, qui achètent des pendules, donc qui s'initient, qui débutent. Un livre d'apprentissage, un pendule, et toute personne peut se lancer car le domaine ne demande pas de dons particuliers. Concrètement, il faut établir ce qu'on appelle ces conventions mentales, du style si le pendule tourne vers la droite ça veut dire oui et à gauche ça veut dire non, et ensuite on laisse son ressenti répondre à des questions simples via son pendule. Mais comment la radiesthésie fonctionne-t-elle? Ce livre référence a été écrit par Joseph Lorek. Il a 40 ans de pratique. La radiesthésie, le mot radiesthésie veut dire simplement être sensible à tout rayonnement. Il est en fait évident que quand vous pensez, vous dégagez une onde, inévitablement. Donc, si maintenant je recherche un objet, on peut créer artificiellement la fréquence d'onde de l'objet. L'homme pourrait donc être réceptif à des ondes émises par toute chose existante. Pour comparer cette théorie à la science classique, nous avons confronté 3 radiesthésistes à notre physicien Pasquale. Et pour lui, le principe d'onde pose problème. En science, il n'y a que 2 types d'ondes. Vous avez les ondes sonores, c'est-à-dire n'importe quelle matière est capable de vibrer. C'est le principe de la musique. Et nous avons des récepteurs dans nos oreilles. On entend le son et notre cerveau est capable de processer le son. Puis il y a un deuxième type d'ondes très connu, c'est les ondes électromagnétiques, tout ce qu'on utilise pour la radio, la télévision, les GSM, les Wi-Fi. Est-ce que l'être humain a des récepteurs à ces ondes? Nous n'en avons jamais trouvé jusqu'à présent. Il faut dire que le boom de la radiesthésie coïncide avec celui de la TSF, la transmission sans fil, au début du XXe siècle. Le mot « onde » aurait donc tendance à être utilisé pour différents phénomènes physiques. Exemple le plus connu, le sourcier, utilisé depuis des siècles pour trouver de l'eau souterraine. En 2008, le magazine Reporter avait rencontré un chef d'entreprise de forage qui faisait régulièrement appel au service d'un sourcier. Ça marche. On a vu des cas, on fore à l'aventure, on fait un trou là, il n'y a pas d'eau, on fait venir le sourcier, il vous fait forer 3 mètres à côté, vous avez toute l'eau du monde. Les faits sont donc confirmés, mais la science ne parlera pas d'ondes. Si on utilise ses sens
Clairement, l'eau va produire deux manifestations claires, les odeurs d'abord, que ce soit du soufre, du chlore, etc. Et aussi, évidemment, le son. Si l'eau coule sous la terre, s'il y a un frottement, il y a forcément vibration du sol. Et donc certaines personnes ont ce don particulier de ressentir ces vibrations, et peut-être qu'à ce moment-là, cette baguette les aide en quelque sorte à venir vibrer en même temps que le sol. Autre branche de la radiesthésie, la géobiologie. En fait, ce sont des recherches pour savoir quels sont les éléments géologiques ou d'ordre de construction humaine ou autre qui peuvent perturber le bien-être d'une personne dans son habitation. Là encore, on pourrait trouver des explications scientifiques. Il y a des tas d'habitations faites en pierre de taille, par exemple. Il a fallu des siècles aussi pour déterminer que ces pierres contenaient du radon, c'est-à-dire dégager un produit radioactif. Et donc on peut parfaitement comprendre, je dirais, l'influence du lieu sur les personnes. La seule chose qui est très différente dans la démarche scientifique par rapport aux démarches individuelles, c'est qu'on veut généraliser tout ça et déterminer de façon factuelle et de façon objective qui est responsable de quoi. Les radiesthésistes se fondent donc sur leur propre ressenti. On pourrait éventuellement les voir comme des sortes d'explorateurs, mais c'est sans garantie de résultat. Méfiance donc lorsqu'on aborde le domaine médical par exemple, la radiesthésie n'est pas une science exacte. Et à présent, libre à chacun de croire ou de ne pas croire. Une chose est sûre, c'est qu'avoir la tête dans les étoiles, ça fait toujours du bien. Eh bien, j'ai justement à vous offrir une entrée famille pour le planétarium de Bruxelles. C'est à gagner sur la page Facebook de Tout s'explique. N'hésitez pas à vous y rendre. Tiens, une petite voix me dit qu'on a rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau Tout s'explique. Eh bien, je compte sur vous. Merci. Au revoir.